Donc, on va démarrer tout doucement. Juste un dernier rappel des règles. Donc, le webinaire dure une demi-heure de présentation. S'en suivra une séance de questions-réponses qui durera un quart d'heure maximum. Hein. S'il n'y a pas de questions, on ajustera. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions tout du long. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible à la fin. Le webinaire va se dérouler en plusieurs parties. Première partie, Hortense et moi-même, nous vous présenterons l'approche que nous avons au sein de Keros Management autour de la data RH. Ça durera environ une vingtaine de minutes. Et ensuite, on laissera la parole à Quentin Vanostuiz, qui est un peu notre invité star, qui présentera un retour d'expérience chez Nexity autour de tout Quantoco et de l'approche data que nous allons vous présenter. Alors, on va commencer par se présenter tout d'abord. Donc, je vais laisser la parole à Hortense qui est juste à côté de moi. Donc, bonjour, Hortense Bezem. Donc, je suis manager chez Keros Management et j'officie depuis 10 ans dans le conseil RH, en particulier sur les problématiques de data. Voilà, donc moi-même, Maxime Dautel, je suis consultant senior chez People & Change, donc chez Keros Management également. Je travaille avec Hortense et je suis consultant depuis maintenant 5 ans environ. Et j'ai travaillé sur pas mal de sujets liés à la data chez différents clients. Et donc, c'est ce qui a aujourd'hui permis à Hortense et moi-même d'aboutir à ce webinaire qui nous tient à cœur. Et donc, la troisième personne, Quentin, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous. Quentin Vanostuiz, donc je suis responsable data RH chez Nexity et j'ai à ma charge toute la partie reporting social et également toute la partie outils de pilotage, gestion de la data et gestion des outils de reporting. Très bien, merci Quentin. Donc on va pouvoir démarrer dans le vif du sujet sur ce webinaire Data RH. Donc le titre que vous voyez sous vos yeux, c'est « Dynamiser vos chantiers data au sein de votre DRH ». C'est tout ce que l'on va pouvoir détailler dans notre approche. Donc, première chose, et vous allez voir, ça va revenir souvent, c'est se poser la question de pourquoi faire. Donc, pourquoi on veut investir dans la data? On a identifié finalement 3 raisons. Le premier, c'est de remettre la DRH au centre des décisions stratégiques. Aujourd'hui, quand on entend par exemple parler de la finance, on sait qu'ils sont puissants notamment parce qu'ils sont capables de factualiser les finances de l'entreprise et il faut que la DRH soit capable de factualiser le capital humain de l'entreprise. Donc c'est important, première raison, donc retourner au centre des discussions stratégiques. Deuxième point important, et ça, vous en avez certainement entendu parler depuis quelques mois, c'est l'engagement des collaborateurs. Sans la donnée, il est difficile de répondre à ce défi pour 2 raisons. La première, c'est qu'en ne maîtrisant pas bien sa donnée, on crée finalement de la frustration chez les collaborateurs, parce que les collaborateurs ont l'impression qu'on ne connaît pas suffisamment leur identité. Et deuxième chose, c'est que pour aider l'engagement des collaborateurs, il faut être aussi capable de leur proposer des choses qui soient adaptées à leur profil. Troisième raison, et ça je pense que si vous êtes responsable RH, ce sont des sujets qui sont quotidiens pour vous, ce sont les normes réglementaires. Vous avez évidemment entendu parler du RGPD qui a permis un petit peu de reprendre en main ces questions-là dans l'entreprise, mais on a aussi d'autres réglementations comme les formations obligatoires ou des réglementations plus sectorielles comme MiFID II ou IDD pour le secteur bancaire et assurance qui vous imposent un certain nombre de reporting vis-à-vis des autorités. Donc voilà 3 bonnes raisons d'investir dans la donnée. Et ça, ces raisons-là, vous pourrez aussi les transmettre finalement à la direction pour leur permettre de comprendre l'intérêt de cet investissement. On a posé les bases donc, du contexte que nous allons pouvoir détailler au niveau de notre approche. Maintenant qu'on a posé ce constat-là, notre approche, elle a un élément clé, c'est le nudge. Voilà, le principe clé de notre approche, c'est le nudge. Et qu'est-ce que le nudge? Eh bien, tout d'abord, c'est une approche qui permet en fait de détourner l'attention, on va le dire comme ça, détourner l'attention soit des collaborateurs, soit des utilisateurs de manière très générale, pour justement atteindre un objectif qui est sous-jacent. On a illustré ce thème du nudge par cette image
des bananes que vous avez peut-être déjà pu constater dans des supermarchés. L'idée, c'est voilà, de proposer aux consommateurs des bananes, soit elles sont toutes seules, soit elles sont groupées. Celles qui sont toutes seules, on n'a pas forcément envie de les acheter. C'est quelque chose qui est tout à fait humain. En fait, on a plutôt envie d'acheter des bananes voilà, qui sont bien groupées et bien ensemble, que des bananes qui sont toutes seules. Donc là, pour susciter un peu la curiosité des consommateurs, l'idée, c'est de présenter ça sous une forme un peu originale. Et voilà, donc là, on peut le voir, donc Pick Me I'm Single, ça va donner envie aux consommateurs de se rapprocher de ces bananes-là et éventuellement d'en acheter une. Mais c'est plutôt pour piquer la curiosité et pour les faire un peu sourire. Mais voilà, c'est une façon comme une autre d'arriver à un objectif qui est finalement de vendre ces bananes qui sont toutes seules, sinon elles ne trouveront pas acquéreur. Donc là, on n'est pas du tout dans le thème de la data, c'était vraiment pour poser la base de cet élément clé de notre approche. On va pouvoir passer à une thématique plus dans la data, mais toujours à partir d'une âge. Alors, j'imagine que la majorité d'entre vous avez entendu parler de l'application FaceApp. FaceApp, c'est une autre façon de vous délivrer notre message. C'est-à-dire que lorsque l'application est sortie, la promesse de cette application, c'était de vous permettre de vous projeter dans quelques années avec quel type de visage vous aurez dans quelques années, et aussi une autre façon de se voir si l'application est efficace pour vous rajeunir. Si on avait demandé à des passants dans la rue de prendre une photo d'eux, sans expliquer forcément la raison, ils n'auraient pas donné de façon aussi spontanée leurs données biométriques. Ici, on voit bien que en suscitant la curiosité, cette application est parvenue à récupérer un grand nombre de données d'un grand nombre d'utilisateurs. Alors, l'idée n'est pas de manipuler évidemment vos collaborateurs, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'en détournant l'attention des collaborateurs, de vos métiers sur la donnée qui peut paraître rébarbative, on va parvenir à nos fins et rendre la donnée plus attrayante pour l'organisation. Tout à fait. Donc voilà, là c'est un exemple un petit peu décalé qu'on a souhaité vous présenter. Et pour rentrer maintenant un peu plus dans le sujet de la data, nous allons vous illustrer des cas métiers que vous avez sûrement pu rencontrer ou même qui vont vous parler individuellement. Donc, nous avons trois illustrations métiers. On va commencer tout de suite par la première. Donc, nous avons Laura qui a 28 ans. Donc Laura a 28 ans, elle est déjà sur le marché du travail depuis 4-5 ans, elle est en poste, elle n'a pas le temps. Elle cherche, elle se dit que voilà, peut-être qu'elle aimerait changer de travail, mais sans y investir trop de temps. Donc finalement, pour attirer Laura dans votre future entreprise, il faut que vous ayez une promesse qui soit à la hauteur de son engagement dans sa recherche. Donc quelque chose de simple, d'attrayant, et finalement l'idée que postuler dans votre entreprise va être d'une simplicité extraordinaire et ça ne va pas lui prendre trop de temps. Vous avez tous entendu parler des candidatures à un clic. C'est une façon très bonne d'attirer finalement des candidats à vous donner leur CV parce que c'est simple et que cela ne va pas leur prendre trop de temps. Oui, tout à fait. Donc là, c'est un exemple bien particulier d'une stratégie de recrutement, mais qui se cible et qui se porte sur des personnes bien particulières qui sont en effet déjà sous contrat et qui n'ont en effet pas beaucoup de temps à passer à remplir des formulaires interminables où on ne voit jamais la fin, où on est en train de saisir des données qui ne nous paraissent pas du tout intéressante dans le cadre de cette candidature. Malgré tout, il n'y a pas que ces profils-là dans la stratégie de recrutement, et c'est pour ça qu'il faut penser segmentation. Donc, quand on dit segmentation, ce que l'on entend, c'est vraiment réfléchir et se poser les bonnes questions vis-à-vis de la population que l'on souhaite recruter, en l'occurrence sur cette illustration-là. Par exemple, on peut prendre un autre type de population, quelqu'un qui ne serait pas en poste, qui aurait donc plus de temps à passer pour justement faire ses recherches sur Internet, pour rechercher, pour candidater. Donc là, la promesse ne doit pas du tout être la même.
la promesse doit plutôt jouer sur des aspects qui ne sont plus justement sur ces notions de candidature en un clic, mais qui peuvent par exemple être sur des approches différenciantes, plutôt novatrices et originales. On va dire qu'une personne qui travaille dans le domaine du marketing, de la communication, elle, les leviers sur lesquels on pourra plutôt jouer, ça sera les éléments différenciants, typiquement des candidatures uniquement sous format vidéo. Ça peut être quelque chose qui parlera plus à cette personne-là et qui l'attirera pour candidater donc, chez vous. Donc voilà, là on a souhaité vous illustrer un premier cas. On en a d'autres, mais c'est toujours la même logique qu'on va essayer de vous présenter. C'est cet aspect de promesse initiale qui permet de faire rentrer la personne dans le cadre que vous souhaitez autour des chantiers data. Le deuxième exemple, Mathieu. Donc, deuxième exemple, Mathieu d'Average, comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'est pas forcément super heureux dans son poste. Pourquoi? En fait, il est allé dans la RH parce qu'il voulait s'occuper d'humains et il voit qu'on lui demande énormément d'administratif. Le but pour aider Mathieu, c'est justement de sortir de ce côté administratif, de lui faire prendre de la hauteur sur l'intérêt qu'a la donnée. Donc, ça va être qu'il comprenne pourquoi finalement la donnée est si importante. Pourquoi ce référentiel, s'il n'est plus à jour, cela va poser des problèmes, lui, dans sa gestion quotidienne. Ça va être aussi, pourquoi pas, de créer une communauté de DevRH qui vont échanger sur leurs problématiques et qui vont résoudre eux-mêmes leurs propres problématiques et qui vont aussi avoir de l'émulation entre eux sur les meilleures pratiques. Et ça demande, pourquoi pas, de passer par des bootcamps ou des petits séminaires entre DevRH pour voilà, les valoriser dans leur rôle et leur montrer que finalement, la data est quelque chose d'intéressant pour eux et leur donne finalement du pouvoir. Parce que lorsqu'ils vont voir les collaborateurs ou proposer des nouvelles politiques RH, ces politiques seront vraiment adaptées à la réalité des collaborateurs. Voilà. Nous allons passer à un troisième exemple pour illustrer notre propos. Et nous allons parler d'Hubert. Hubert qui est manager depuis un sacré paquet d'années. Donc, les entretiens d'évaluation annuelle, il en a fait énormément. Et c'est quelque chose qui le déçoit fortement. Le processus d'entretien annuel au sein de son entreprise, c'est quelque chose qui ne l'attire plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui est long, qui est fastidieux, sur lequel il passe un temps fou finalement à chaque fin d'année. D'ailleurs, on y arrive bientôt, il y en a peut-être certains qui voient très bien de quoi je parle. Donc Hubert est manager de plusieurs collaborateurs et clairement, il n'a pas envie tous les ans de passer des jours entiers sur des fichiers Excel à triturer des données dans tous les sens en fonction de ses différents managers pour un objectif finalement qui ne saisit plus trop, car il voit que les processus derrière qui sont les plans d'action, par exemple, qu'on peut avoir derrière sur les parcours des collaborateurs, donc que ce soit des souhaits de formation, des souhaits de mobilité interne, des souhaits de développement de compétences tout simplement, ne sont pas forcément bien suivis parce que les outils ne sont pas adéquats, ils sont peu tracés et finalement Hubert est très très déçu. Donc comment redonner envie à Hubert de s'investir dans ce processus d'évaluation annuelle? Eh bien, c'est de lui faire une promesse. Et la promesse pour Hubert, qui est manager, va se porter sur les aspects de fluidité des processus. Donc qui dit fluidité des processus dit des outils qui soient adaptés, qui soient performants, qui soient par exemple déjà pré-remplis sur un certain nombre de données, parce qu'Hubert saisit d'année en année les mêmes informations pour les différents managers et il ne voit absolument pas la plus-value. Donc c'est ajuster la portabilité des différentes données, notamment également entre les différents processus RH, car on voit bien que sur le processus d'évaluation annuelle, on va embarquer des processus de formation, comme j'ai dit, des processus d'évaluation, des processus de gestion des talents également. Donc, toutes ces données se retrouvent finalement dans les différents processus RH. Et la portabilité va être un levier très important pour maximiser l'effort que va faire Hubert et diminuer le temps passé sur des actions qui ne sont pas à valeur ajoutée. Et in fine, l'objectif pour Hubert, c'est d'avoir une posture de manager qui est performante, dans laquelle il se sent bien, et qui est à valeur ajoutée pour ses managers, parce que Hubert est également, malgré tout, très soucieux du parcours de ses managers
et de leur épanouissement professionnel. Donc, il aura une meilleure visibilité sur leur parcours au sein de l'entreprise, sur leurs souhaits voilà, d'évolution professionnelle. Ça lui permettra donc de mieux piloter. Et donc, Hubert, avec toute cette promesse-là, va avoir forcément beaucoup plus envie d'enfiler sa casquette de manager et d'agir comme un bon manager qu'il est. Voilà. Pour ajouter quelque chose, c'est de vous dire, finalement, s'il y a des recettes qui ne fonctionnent pas, par exemple, je ne parviens pas à avoir un taux d'entretien annuel effectué suffisamment haut, reposez-vous la question de pourquoi les managers auraient-ils intérêt à effectuer cet entretien annuel. Est-ce que c'est la périodicité de ces entretiens est suffisante? Est-ce qu'elle correspond à la réalité des collaborateurs? Voilà, à chaque fois, reposez-vous la question, qu'est-ce que va retirer la personne qui effectue la tâche de cette tâche effectuée? Maintenant qu'on a fait quelques illustrations métiers, on va vous parler d'un autre aspect de ce qu'on vient de vous expliquer au niveau de la promesse vis-à-vis des collaborateurs pour susciter l'envie et les embarquer dans une démarche sur la data. Donc, la partie qu'on vient de vous présenter n'est pas tout. Il y a également plusieurs étapes à respecter pour tenir cette promesse. Exactement. Finalement, cette promesse, le fait d'avoir donné envie, ce n'est que la première étape, finalement, le premier moyen de rentrer dans ce cercle vertueux de la data. Donc, on aura suscité l'envie. Une fois qu'on a eu l'envie, finalement, il faut réfléchir aussi à la façon de collecter les données. Si la personne a eu envie de vous donner son profil, ensuite il faut s'interroger sur comment je vais collecter ce profil. Comme le disait Maxime, est-ce que c'est par un formulaire de 30 minutes ou est-ce qu'il faut réfléchir à la façon la plus simple de collecter les données? Ensuite, une fois qu'on a collecté les données, et en fait, c'est une fois qu'on l'a fait, mais potentiellement c'est aussi avant que l'on ait imaginé la façon de collecter, il faut penser à l'exploitation des données. C'est là où on va remettre sur le sujet des questions qui ne sont pas forcément très aimées au sein de l'entreprise. Ça va être par exemple la maintenance des référentiels. Pourquoi on a besoin de référentiels? C'est pour pouvoir exploiter la donnée sans retraitement. Le référentiel, l'exploitation des données, c'est quelque chose qu'il faut envisager quand on lance des projets, mais aussi qu'il faut envisager sur le long terme. Comment on maintient une bonne exploitation des données sur le long terme? Et enfin, et ça va faire aussi un début de transition sur le témoignage de Quentin Van Oosthuizen de Nexity, il faut créer de la valeur ajoutée pour l'utilisateur. Tout quant au co, l'outil qui va vous être présenté est un excellent exemple de valeur ajoutée pour l'utilisateur, puisqu'il va permettre à l'utilisateur de voir ses données de façon simple et sans requérir de sa part des compétences trop avancées en termes de business intelligence. Voilà pour la création de la valeur ajoutée. Et oui, je vais ajouter juste que cette création de valeur ajoutée est complètement primordiale dans cette approche-là, où on qualifie de cercle vertueux. Parce que là, on nous a présenté l'entrée du cercle vertueux, qui est la promesse, susciter l'envie, pour justement faire rentrer le collaborateur dans cette démarche. Malgré tout, on lui a fait une promesse. Donc, in fine, le collaborateur souhaite que la promesse soit tenue, et elle sera tenue à certaines conditions qu'on vient de commencer à vous expliquer, donc de maîtriser la collecte, l'exploitation et surtout de créer de la valeur ajoutée, donc personnalisée vis-à-vis de ce qu'a proposé le collaborateur, par exemple lorsqu'il a rempli les différents formulaires dans l'onboarding, dans le recrutement. Et c'est qu'une fois que ce collaborateur verra la valeur ajoutée, verra son ROI, qu'il se dira très bien, la promesse a été tenue, je vais continuer à aller dans cette optique. Donc, je vais encore plus m'investir et passer de temps pour renseigner des données vraies. Et une fois que le cercle vertueux a été bouclé, il peut continuer et on peut boucler ainsi de suite dans une approche qui n'est pas du coup du one-shot, mais qui est plutôt pérenne. Alors, on peut boucler, mais pour continuer dans le cercle vertueux, il faut des carburants. Parce que si vous n'avez pas les 3 éléments décrits sur l'écran, vous n'allez pas pouvoir avancer très loin dans votre cercle. Les 3 éléments très importants. Le premier, c'est que donc les acteurs aient conscience de l'importance de la donnée. On parle d'acculturation des acteurs.
Deuxième élément, la maîtrise des écosystèmes. Si vous avez des acteurs extrêmement engagés sur la question de la donnée et que derrière vous avez des soucis d'interface ou une mauvaise maîtrise de votre écosystème SIRH, vos efforts finalement vont être réduits à néant. Dernier point, le monitoring de processus. C'est bien que les acteurs soient acculturés, c'est bien que les SI fonctionnent, mais si vous n'avez pas des processus qui soient maîtrisés, harmonisés au sein de l'entreprise, vous allez avoir aussi d'autres difficultés. On pense notamment à des processus de mobilité, quand on a des entités qui ont des difficultés à échanger des informations dans le cadre de ces processus, parce que tout simplement, les façons d'échanger l'information ne sont pas bien définies. Voilà, donc maintenant on va pouvoir laisser la parole à Quentin, qui va donc nous parler de son retour d'expérience chez Nexity via l'utilisation de l'application Toucan Toco. Donc on va couper notre micro et Quentin, tu vas pouvoir prendre la parole. Je coupe le micro. Ok, ça marche, je vous remercie. Donc, en effet, les deux dernières slides qui ont été abordées sont vraiment un bel exemple de ce qu'on a connu chez Nexity. Donc, si je remets un peu le contexte, Nexity, c'est un groupe de 10 000 personnes, plusieurs centres de paye, un COMEX qui attend des données sur le reporting social. Il y a encore 5 ans, on mettait 3 semaines à réaliser un reporting parce que beaucoup de consolidation sur Excel. Et on se dit, notre première étape, c'est d'industrialiser le traitement de la donnée. Donc on se lance dans un projet qui est la mise en place d'un infocentre RH, qui sous-entend derrière la mise en place de Business Object, qui va venir se plugger sur plusieurs sources de données RH, principalement HR Access pour la partie paye, et qui va nous permettre de monter nos principaux KPI RH, à savoir le turnover, l'absentéisme, le suivi des effectifs, les répartitions d'effectifs par contrat. Donc on remplit cette première step qui est de se dire, ok, on aligne tout le monde sur des règles de gestion communes, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de centres de paye différents, et à partir de là, on se rend compte qu'on est capable d'avoir une donnée industrialisée, qu'on est monté en compétences en business intelligence, et que du coup, on est en mesure d'industrialiser nos premiers reporting, sachant que notre cible numéro 1, en termes de ROI, était l'industrialisation des différents bilans sociaux qui sont présents dans le groupe, étant donné qu'on a plusieurs unités économiques et sociales, donc des bilans sociaux qu'on veut sortir en presse-bouton. Une fois que cette étape est validée, on fait un premier bilan et on se dit, OK, on est sur une technologie qui est complexe, on est obligé d'avoir des task force qu'en RH qui soient quand même en maîtrise de la BI, parce que c'est pas BO, c'est pas un simple drag and drop d'objets. Dans un requêteur, il y a quand même toute une logique et une gymnastique à avoir. Et je me rends compte que mes experts RH, mes responsables paye, ben, j'arrive pas à les embarquer, et que mon COMEX, qui a maximum 2 minutes pour consulter une situation RH, n'est pas emballé par les reportings, même si on a un temps de réponse qui est quand même plus court que ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, on livrait un reporting sous 3 semaines, et donc la donnée était déjà obsolète. Donc c'est là où on rentre dans cette démarche de data visualisation. Donc c'est un terme un peu nouveau encore pour nous il y a 2 ans, de réfléchir à ça, et on se dit, ok, qu'est-ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qu'on veut faire et qui on veut embarquer dans ce projet. Donc on se rend compte qu'il y a des outils type Power BI, type Tableau, type SAP Lumira à l'époque. On fait différents tests, mais on se rend compte que c'est lourd d'un point de vue technologique. Typiquement, si je vous donne un exemple, je fais une tentative sur Power BI, je vais voir mes membres du COMEX, je leur dis qu'il faut aller dans leur Apple Store, télécharger une application, puis s'identifier pour accéder à un simple reporting A4, mais qui est déjà une première avancée vers un reporting digital et vers la data vise. Et là, sur 5 personnes, j'en perds 3 dans les 10 minutes. Donc là, on se dit, ok, la technologie n'est pas la bonne. Et c'est là où, en faisant un tour du marché, on s'aperçoit que Toucan Toco sort du lot. Pourquoi? Parce que Toucan Toco est sur un segment un peu particulier qui est du data storytelling, et qui est donc de raconter une histoire avec ses données. Et c'est là où ça a matché, parce que d'une part, cette approche de raconter une histoire avec ses données, ça embarque énormément l'utilisateur. Et la deuxième partie, c'est que Toucan Toco, leur leitmotiv, c'est que c'est une application qui est utilisable par un enfant de 4 ans.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune commande. Le simple fait de cliquer, naviguer dans l'application permet de croiser des axes, de bouger sur les axes temporels et d'avoir accès à des informations très rapidement. Et tout ça sans installer d'application parce que c'est du full web et que du coup c'est hébergé sur un site, qu'on peut créer un raccourci sur son smartphone, donc aucun sujet là-dessus. Donc là, on lance le projet, juste pour information, donc un projet Tukantoco, c'est maximum 3 mois parce que c'est géré en méthode agile. Et on se retrouve donc là, au bout de 3 mois, avec une application qui est à destination du COMEX et des DRH plus les RH experts qui ont besoin de cette donnée pour prendre des décisions et pour piloter leur activité RH. Et donc du coup, là, on a vu passer les 2 slides. On se retrouve avec une application sur laquelle on a une homepage avec les différentes thématiques RH qu'on a souhaité aborder dans un premier temps. Et en fait, sur cette application, on a la possibilité de naviguer dans le temps, de naviguer dans les périmètres, c'est-à-dire que j'offre une vue groupe pour un membre du COMEX, mais je donne la possibilité à une RRH qui veut aller voir une société en particulier. Elle va dans la recherche par activité, elle se focus sur une société, et en un clin d'œil, toutes les données vont se recalculer sur le périmètre en question. Et après, une fois qu'on clique sur chacune des tuiles, typiquement la tuile effectif, on clique dessus et on arrive sur ils appellent ça des stories, donc des écrans un peu plus focus où on va retrouver une répartition des effectifs par contrat, par sexe, par entité, par zone géographique, etc. Donc ça, c'est notre premier projet qu'on a mené. Donc tout ce qui a été dit avant, notamment ce que je disais sur les 2 dernières slides, ça illustre vraiment ça, c'est être capable d'industrialiser la donnée, être capable d'aligner tout le monde sur des règles de gestion et se dire, voilà, moi j'ai envie de réembarquer nos décideurs qui avaient plus trop confiance dans la donnée RH, qui du coup se rabattaient plus sur la finance pour suivre les principaux KPI sociaux. Et du coup, on se dit, avec un outil comme ça, on a réussi à réembarquer, à réacculturer nos RH sur leurs données, à leur montrer qu'on était capable de produire des choses, que donc ce reporting, maintenant, il met 2 heures au lieu de 3 semaines, et du coup, il sort à J+2 de la clôture de paye. Donc, ce qui permet au COMEX d'être vraiment sur des données très fraîches et de pouvoir du coup suivre l'évolution des chiffres très rapidement et de prendre des décisions très rapidement. Donc ça, c'est une première step. Et donc, comme je le mets, être passé par Toucan a provoqué des besoins de reporting sur d'autres sujets. Nous créons une véritable culture de la donnée. Donc, pour vous donner un panorama, cette application, elle est en prod depuis 1 an. Elle a bien évolué et elle est acceptée par tous. J'ai aujourd'hui des entités opérationnelles, enfin des business précis de chez Nexity qui me disent, nous, on veut faire la même, mais sur des indicateurs encore plus précis parce qu'on veut piloter notre activité RH, mais vraiment focuser sur une région. Donc, pour moi, c'est une victoire parce que je me dis, j'ai des RH opérationnels qui veulent aller sur ce type de reporting. Donc, ça, c'est génial. Et notre deuxième objectif, c'est de se dire, en fait, en faisant tout ça, on s'est dit, OK, on est monté en maturité sur la gestion de nos données, on est confiant sur la qualité de nos données, parce qu'une application comme ça, c'est parfait pour montrer qu'il n'y a pas de qualité de données, parce que dans de la data vis, quand vous affichez un truc qui est faux, ça saute aux yeux, et quand on vous dit, c'est l'application qui déconne, et que vous dites, non, c'est la donnée source qui est fausse, ça a permis aussi de faire pas mal de corrections, d'où cette culture de la donnée. Et du coup, on s'est dit, on est bon sur nos données. Pourquoi on tenterait pas une nouveauté qui est de dire on a réussi à digitaliser, à vulgariser nos données RH. Pourquoi on ne le ferait pas pour le collaborateur? Donc ça a été un deuxième projet qu'on a mené il y a 5 mois avec Tukantoco, qui était assez hybride pour eux parce que c'est pas leur cœur d'activité. Mais on a décidé de digitaliser le bilan social individuel des collaborateurs Nexity via l'application Tukantoco, en mixant à la fois des données relatives à leur rémunération, à leur épargne salariale, à leur actionnariat salarié, et en même temps en ajoutant toute une partie de liens, de documents et de descriptions qui nous emmènent indirectement vers une espèce de plateforme de service, donc pour nous ce qu'on appelle le client interne qui est le collaborateur, de manière à ce qu'il retrouve en un clin d'œil et en un endroit tous ces avantages sociaux,
tous ces éléments de rémunération, combien j'ai perçu. Et en plus de ça, on a donné cet accès au manager, de manière à ce qu'un manager, quand il se connecte sur l'application, il a accès à tous les membres de son équipe. Donc, comme quand je vous disais tout à l'heure, on navigue sur des sociétés quand on est un membre du COMEX, on veut une vision groupe ou on veut une vision société. Là, un manager peut avoir une vision sur toute son équipe ou aller chercher un collaborateur en particulier. Et donc, du coup, la réussite de ça, c'est 6500 collaborateurs en CDI qui ont accès à leur BSI digitalisé. C'est aucune erreur dans les données. Et c'est plus de 2500 connexions sur les 15 premiers jours, sachant que ça a été déployé au début de l'été. Donc, c'est une vraie réussite pour nous. Et on continue, du coup, de prêcher pour aller chercher d'autres sources de données RH, continuer de monter en compétences sur le traitement de notre donnée, donc là plus sur la partie BI, et de la représenter au mieux dans un outil type Tukantoco, qui est cette partie data visualisation qui nous sert à la fois au reporting, mais qui va nous servir aussi à acculturer nos RH autour de pourquoi, si je saisis bien ma donnée, jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle peut se retrouver. Quand là, par exemple, pour un BSI, je leur dis qualifiez bien une prime, parce qu'après, quand le collaborateur va aller dans le détail de sa rémunération variable, il va vouloir avoir du détail précis sur mes commissions, etc. Donc voilà un peu jusqu'où on a réussi à aller aujourd'hui chez Nexity sur le traitement de cette donnée, et ça sous-entend bien sûr tout ce qui a été évoqué avant, à savoir la gouvernance, l'industrialisation, la data quality, le monitoring, etc. Voilà pour le Merci témoignage Quentin. Nexity. Merci Quentin. C'est vrai qu'on voit avec ce que tu viens de raconter tout à fait le retour sur investissement. Finalement, les collaborateurs, les managers voient l'intérêt qu'ils ont à rentrer dans cette démarche, à investir du temps sur la data, à investir du temps pour saisir des données, pour s'y intéresser, pour lancer les chantiers au sein de la DRH. Et le retour sur investissement est d'autant plus rapide grâce à la méthode utilisée par Tukantoco, qui fait qu'après 3 mois, voilà, on a des résultats immédiats, visuels, qui finalement comblent pleinement les collaborateurs et permettent d'enchaîner, comme tu l'as dit, sur d'autres projets. Voilà, c'est pas cette théorie du one shot sur la data ne fonctionne jamais. Donc, il faut vraiment investir du temps et dynamiser vos chantiers pour qu'ils soient les plus pérennes possibles, en fait, pour que ça tourne et que finalement les acteurs soient de plus en plus acculturés. On a terminé la présentation. Maintenant, on va essayer de prendre quelques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser sur le chat. On va essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Si vous n'avez pas d'autres questions, de toute façon, maintenant, vous pouvez évidemment derrière nous recontacter pour qu'on échange et pour que vous puissiez poser des questions qui vous intéressent. Donc, que ce soit Hortense, que ce soit moi-même et que ce soit Quentin côté Nexity. Que ce soit sur l'approche autour de la data RH, que ce soit sur la visualisation, donc le retour d'expérience de Quentin chez Nexity, et la partie Tukantoco, évidemment. Donc, nous attendons quelques minutes s'il y a des questions ou pas. On espère avoir en tout cas présenté notre approche et le retour d'expérience de la façon la plus claire possible. Et que finalement, la promesse de ce webinaire était effectivement accomplie. Une promesse à l'intérieur d'une autre promesse. Nous espérons que la théorie du nudge a été plutôt bien appliquée. Donc, on va laisser quelques minutes. Si vous avez des questions, vraiment, on les lira sur le chat. Et si vous n'en avez pas, alors une première question qui vient d'arriver, qui va plutôt être pour Quentin. Ou nous, on va voir. Donc la question c'est quel est le modèle pricing de Tukantoco? Quentin, est-ce que tu as des choses à raconter sur ce point? Oui, alors le modèle pricing de Tukantoco est assez intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, chez Tukantoco, on achète un store. C'est-à-dire que c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé ça, mais demain, si on se met dans la position de notre COMEX et notamment de notre président qui a accès à l'application, demain, s'il y a une autre division de Tukantoco qui décide de mettre en place une application sur, par exemple, un sujet finance, en gros, on ne va pas repayer de store.
C'est-à-dire que moi, demain, si je me focus, enfin, je vais reprendre un exemple RH, mais si demain je me dis, j'ai une application pour mes principaux indicateurs sociaux, donc qui s'appelle Nexity Social Data, j'ai une application précise sur les données formation, j'ai une application précise sur les données DevRH. En fait, je vais retrouver au sein d'un store plusieurs applications. Si mes users sont les mêmes, je ne payerai pas de store complémentaire. Donc tout ça pour dire qu'en fait la stratégie de pricing de Toucan, c'est en fait des licences par utilisateur sous le format d'un abonnement annuel. Je ne sais pas si c'est clair du coup. Bah, si c'est pas clair, en tout cas, la personne qui a posé la question, n'hésitez Ouais, pas à faut pas hésiter, mais en tout cas, voilà, c'est un pricing annuel et moi je peux te donner à peu près hein, pour 50 users, on est à 25 000 euros annuels. Ok. Sachant que donc ces users sont pas limités à une ou deux applications. En fait, ils ont une licence pour tout le store Nexity, donc après on gère les droits en fonction des différentes applications. On a une seconde question qui est de savoir si il est difficile de choisir les indicateurs avec les managers RH. Alors je vais commencer à en parler et puis Quentin, je te laisse rebondir sur ton expérience. C'est vrai que ça demande un peu de méthodologie parce que quand on parle de tableau de bord, souvent les gens sont assez créatifs hein, sur le tableau de bord. Dans les missions en Careers Management, on va faire en sorte que l'indicateur soit vraiment reflète la politique RH de l'entreprise et donc limiter les indicateurs aux KPIs qui doivent être suivis dans le cadre de la politique RH. Du coup, Quentin, je te laisse répondre pour Nexity sur savoir si le choix des indicateurs a été compliqué de votre côté. Bah, donc en fait, ça va refléter une partie de la méthodologie projet Toucan Toucan. C'est clair que avant de partir avec Toucan, on avait déjà un certain degré de maturité dans le sens où on avait cette première expérience BI et où on avait réussi à calibrer nos règles de gestion entre les différents centres de paye. Ça, c'était vraiment un premier sujet parce que au tout début où j'ai commencé mes projets data chez Nexity, compter un effectif inscrit, c'était pas fait de la même manière partout, alors que c'est quand même un basique. Après, l'avantage de la méthode de projet Toucan, c'est que même si on met que 3 mois entre guillemets, en fait, on challenge l'application en cours de design de manière à voir enfin, je sais que moi, par exemple, j'ai eu la chance de voir mon COMEX pendant le projet et de voir mes DRH pendant le projet, de manière à dire, est-ce que j'ai bien compris le message? Est-ce que c'est la bonne histoire qu'on raconte? Est-ce que non, il faut tout casser? Et Toucan nous laisse la possibilité, jusqu'à un certain point du projet, de remettre en question ces indicateurs et donc le design de l'application, et ça c'est vraiment important. Mais donc du coup, le point clé là-dessus, c'est de ne pas partir tout seul sur le design, parce que Toucan apportera son expérience sur voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, quelles sont les best practices en data viz. Mais après, il y a la connaissance des objectifs des RH et du COMEX sur la politique RH doit être bien partagée pour être sûr qu'on reflète la bonne histoire. Mais en tout cas, ça a été possible de le faire pendant le projet parce que la homepage typiquement de l'application, on a dû la revoir 6-7 fois en disant non, cet indicateur-là, il est pas bien représenté, non, c'est pas une vis comme ça parce que c'est pas le message qu'on veut donner. Mais là où par contre on était bon, c'est que quand j'ai rencontré Toucan pour la première fois, je leur ai dit mes données sont industrialisées et mes règles de gestion sont au clair. Parce que eux, c'est pas leur job de m'emmener en disant bah voilà, on va mener des ateliers pour mettre au clair les règles de gestion de calcul de tes indicateurs. Ok, merci Quentin. On a une autre question qui est arrivée. De savoir finalement si il y avait une connexion automatique de la base de données avec Toucan. C'est-à-dire que tu as la fraîcheur des données, du coup, je pense que c'est. Voilà. Alors, c'est complètement possible techniquement. Maintenant, c'est absolument pas. Enfin, ça n'a pas été mon choix parce que enfin, étant donné que ça part au COMEX, je veux avoir la main entre les deux. Pas dans le sens où Toucan déforme la donnée, mais dans le sens où moi, en cas de crash BI ou autre, je veux avoir la main pour être sûr. Enfin, je me fais toujours quelques contrôles en me disant, je vais diffuser ça à 50 personnes. J'ai pas envie
de juste laisser faire la machine et de me rendre compte que l'app n'est pas alimentée correctement. Enfin, il y a des logs dans l'application pour s'y retrouver, mais je veux m'assurer que ma production de données soit bonne avant de faire la passerelle. Donc, j'ai fait le choix de ne pas industrialiser cette partie-là. Maintenant, Toucan se connecte à quasi tout type d'environnement, donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais c'est plutôt une best practice chez moi de me dire, si pendant 1 ou 2 mois, je publie des données erronées, bah, je perds la moitié de mes users, parce que surtout sur une appli comme ça, qui est très design et très simple, on n'est pas habitué sur ce genre d'appli à avoir des choses qui marchent pas, donc je préfère garder la main. C'est moi qui drop mes fichiers moi-même dans l'application. Merci Quentin. On a encore quelques questions qui arrivent. On a une question là, concernant, voilà, après cette expérience réussie, est-ce que tu réfléchis Quentin à exploiter les données pour d'autres besoins que du pur reporting? Et en exemple, c'est formation, la rétention des talents, le prédictif. Oui, oui, on a déjà travaillé sur le sujet. On a un vrai sujet de rétention chez Nexity en ce moment, surtout sur nos populations commerciales, etc., où on a un turnover voilà, qui est sur certains milieux comme tous c'est un peu élevé. Et donc, pour vous donner un exemple d'un travail qu'on a réalisé sur du prédictif, dans le cadre de nos politiques de révision salariale, on a un système d'actionnariat salarié. Et afin de guider au mieux le manager sur cette partie actionnariat salarié, on a mis en place un modèle prédictif qui sert à prédire sur la base de l'analyse de 10 ans de sortie, qui sert à prédire plus ou moins fiablement le risque de départ d'un collaborateur. Et en fait, à partir de ce calcul prédictif du risque de départ d'un collaborateur, on est venu en fait monter une équation qui est de dire ok, bah, une personne qui a un risque de départ plus fort, qui a peu de rétention sur ses éléments actuels de rémunération, on va essayer de lui donner un peu plus d'action qu'à un autre collaborateur qui a déjà une rétention élevée, qui a du coup un risque de départ un peu moins faible, de par son âge, son ancienneté, son poste, etc. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a fait. Et après, on a d'autres sujets. Typiquement, enfin, je sais que la formation rêve de son fameux Netflix de la formation. Et pour arriver à ça, il faudra qu'on brasse encore plus de données sur le collaborateur. Donc oui, on se tourne vers le prédictif. Après, c'est complexe parce que c'est encore, enfin, venant de la RH par rapport à une direction marketing, c'est difficile à justifier. Je sais que moi, la première fois où j'ai réussi à recruter en stage un data scientist chez moi en RH et non pas côté IT, ça a déjà été une victoire parce que ça change un peu les mœurs. Et du coup, on doit continuer de prouver qu'on est capable de traiter ce genre de données et de sortir des résultats probants sur voilà, le prédictif collaborateur. Ok, donc il y avait une question qui était un peu sous-jacente à cette question-là sur voilà, la prolongation de cette démarche au-delà du reporting, sur voilà, la rétention par exemple. La question était toute simple, en fait, tu y as répondu de manière tout à fait transparente. C'est sur la faisabilité, le côté réaliste, de justement utiliser ces données-là pour d'autres choses que du pur reporting. Donc on l'a entendu là, quand tu viens de l'expliquer, que justement tu étais assez optimiste et assez enthousiaste pour pouvoir lancer ces différents chantiers autour de la data. Oui, complètement, complètement. Après, je vais pas cacher que là, typiquement, le scoring sur le risque de départ d'un point de vue RGPD, bah, là, je suis en plein, enfin, j'ai dû rédiger toute une AIPD, etc. C'est des sujets qui sont complexes parce que, en plus, c'est un peu nouveau, donc, on a toute cette dimension RGPD qui est assez complexe. On a une dimension qualité de données sur certaines parties, dont une partie avec laquelle on bosse ensemble avec Kerus sur les référentiels métiers qui peuvent des fois créer des biais d'analyse parce que les données sont pas en qualité partout. Et le dernier sujet que j'ai aussi là-dessus, c'est d'être légitime en RH, d'aller voir d'autres directions pour leur demander de leur donner. Typiquement, on a un data lake chez Nexity. Et moi, mon objectif, c'est demain d'aller déverser certaines typologies de données dans le data lake de manière à croiser des éléments de business avec des éléments RH et de là vraiment partir dans une démarche prédictive encore plus poussée
que ce qu'on peut faire aujourd'hui où on est cantonné sur notre donnée RH. Donc, mais en tout cas, oui, c'est clairement les prochains axes stratégiques Nexity de faire ça et de continuer à utiliser des solutions comme Toucan pour justement vulgariser cette présentation de données, aussi de personnaliser du contenu pour le collaborateur. Typiquement sur l'espace rémunération, là, le BSI digital, un des gros travaux qu'on a fait avec Toucan, c'était de dire comment on va conditionner les affichages, parce que moi, je suis capable de dire ce collaborateur-là, il a ça, mais il n'a pas ça, et du coup, de lui personnaliser son contenu. Et on va encore travailler là-dessus en se disant, on veut que le collaborateur ait un contenu le plus personnalisé possible. Super. Un grand merci Quentin pour ton retour. Merci à tous aussi pour vos questions et vos attentions. Donc, on voit bien que la donnée, c'est un superbe levier vers d'autres projets, d'autres opportunités. Vous avez parlé de prédictif, vous avez parlé d'ouverture vers d'autres services que l'ARH. Voilà, écoute, n'hésitez pas à venir nous contacter si vous avez plus de questions suite à ce webinaire. Un grand merci à tous pour votre attention et à très bientôt.